ce premier colloque parisien de l'UFCM, qui est en fait le 7e, puisqu'on a commencé il y a 7 ans à Strasbourg. Et ça fait 2 ans en fait qu'on essayait de venir le faire sur Paris, donc c'est une bonne occasion cette année, et donc c'est notre premier colloque à Paris. Comme vous avez pu vous le constater avec le changement d'amphithéâtre et d'adresse, ça n'a pas été super simple. Et en fait, on vous remercie d'être là malgré ce problème, complètement indépendant de notre volonté, qui nous a obligés à réorganiser une bonne partie du colloque en 10 jours. Merci à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie qui nous accueille au pied levé et a rendu possible de finaliser l'organisation du colloque dans ce magnifique amphithéâtre. Je remercie nos sponsors et partenaires sans qui rien ne serait possible. Je remercie les intervenants du colloque qui vont se succéder pendant cette journée et vont vous présenter l'avancée de leurs recherches et de leurs travaux. Merci à Madame Danielle Jourdain-Méninger et au Dr Levenstein qui ont accepté d'ouvrir ce premier colloque parisien. Je remercie le CA de l'UFCM ainsi que tous les bénévoles des associations qui participent cette année à votre accueil, à l'organisation et au fait que le colloque va bien se dérouler, du moins on l'espère tous. Merci à nos partenaires historiques Action Sidaville et le Carut d'Itac de Strasbourg avec qui nous travaillons en bonne intelligence depuis maintenant plus de 15 ans. Allô, il n'y a plus de micro, si. Depuis plus de 15 ans sur différents thèmes, la réduction des dommages liés à l'usage de drogue et maintenant depuis 7 ans le cannabis médical. Merci au Flyer pour son aide. Un grand merci à notre partenaire parisien Cerix qui a pleinement joué son rôle et qui nous a vraiment simplifié les démarches, même si ça n'a pas été simple pour avoir ces amphis, mais heureusement qu'ils étaient là. Merci aussi au bureau exécutif de Normal France pour leur coup de main décisif sur la fin de cette semaine. Merci au député Véran, rapporteur de la commission parlementaire sur le cannabis thérapeutique qui a eu lieu le 12 avril, de nous avoir auditionnés. Et merci à ses assistants parlementaires d'être présents dans la salle. Donc on va passer à quelques petites remarques qui sont plus des remerciements. Je suis fatigué. Je suis fatigué de l'inertie des pouvoirs publics français sur ce sujet de l'accès au traitement cannabinoïde, même si quelques déclarations inattendues ces quelques dernières semaines font qu'on parle enfin du sujet, même si de notre point de vue, le point de vue des patients, il faudra aller beaucoup plus vite, et pas que dans les paroles, mais aussi dans les actes. Où est passé le Sativex pour les patients atteints de spasticité ? Lors de la commission parlementaire, qui a eu lieu le 12 avril, le député Véran nous a posé la question. Qu'est-ce que vous dites aux malades quand vous les rencontrez la première fois ? C'est super simple, on dit que ce n'est pas notre boulot, que ça devrait être des professionnels de santé qui le font, que l'entraide entre les malades a des limites et que ces limites sont la médecine et la pharmacie, la connaissance des pathologies et des traitements administrés. Nous, on est des patients, on n'a pas à prendre le risque d'une inculpation pour exercice illégal de la médecine et la pharmacie. Ce n'est pas notre rôle, on n'est pas là pour ça. Donc voilà ce que je lui ai répondu. Nous ne voulons plus être dans cette position. C'est insupportable de voir aujourd'hui des malades passer au tribunal pour usage médical du cannabis ou des malades prendre le risque de passer au tribunal pour exercice illégal de la médecine. Et c'est vraiment anormal d'en être là aujourd'hui en France. Donc voilà. La non-reconnaissance du statut d'usager thérapeutique et la stigmatisation des malades qui consomment du cannabis pour se soulager sont aujourd'hui devenues insupportables. Aussi bien pour les patients que pour leurs familles, leurs amis qui ne comprennent pas la posture des pouvoirs publics au vu de l'amélioration de la qualité de vie des malades. Certains malades se cachent de leur entourage, aussi bien que des pros de santé qui les accompagnent, par peur du jugement et des conséquences qui pourraient en résulter, alors qu'ils ne cherchent qu'à se soulager des symptômes de leur pathologie ou des effets secondaires de leur traitement. Peur d'être dénoncé par sa propre famille, par ses propres amis, peur d'être exclu alors que la maladie isole déjà, peur d'être encore plus seul quand la solitude est devenue insupportable et que la maladie gagne du terrain. La France est un pays moderne, riche, qui pourrait largement améliorer la vie des patients et de son système de santé en intégrant le cannabis thérapeutique. Donner à la France une nouvelle législation sur le cannabis et ses usages et prendre en compte aussi bien l'évolution de la société que les recherches scientifiques internationales est aujourd'hui une nécessité et c'est urgent.
La création d'une filière de cannabis médical et des expérimentations doivent être prévues au vu du nombre important de malades qui utilisent les cannabinoïdes. La France doit légiférer sur l'usage du cannabis et de ses dérivés en médecine. Alors j'ai pris un exemple, alors peut-être ça va parler à certains, mais lorsqu'on a autorisé la prescription de traitements morphiniques, on n'a pas transformé la France en pays de toxicomanes et on n'a pas légalisé l'héroïne. Donc on ne comprend pas pourquoi on n'autorise pas aujourd'hui les cannabinoïdes et leurs dérivés sous contrôle médical. Pourquoi ne pas former les pros de santé dès maintenant pour qu'ils soient en capacité de prescrire le moment venu? Pourquoi ne pas autoriser les prescriptions aux médecins travaillant au réseau depuis longtemps sur cette problématique? Il n'est pas question de donner le signal que le cannabis est une molécule anodine, mais de faire en sorte que l'accès au traitement, quelle que soit la galénique utilisée, soit possible en France, de la phytothérapie jusqu'au traitement des laboratoires. La diffusion de l'information, la prévention, la réduction des dommages liés à la consommation de cannabis évolue en France comme elle évolue chez nos voisins, aussi bien en Europe que dans le reste du monde. Madame Buzyn, notre ministre de la Santé, souhaite ouvrir le débat. Et nous avons salué son annonce dans un communiqué commun avec la Fédération Addiction et Normal France. Mais est-ce vraiment nécessaire de débattre de l'évidence? Est-il vraiment nécessaire d'attendre encore alors qu'il serait simple de pouvoir disposer en pharmacie de spécialités à base de cannabis? Devant l'urgence de la situation et la situation désastreuse que connaissent les malades dans notre pays, ne pourrait-on pas regarder vers l'Allemagne, comme si souvent préconisé par nos politiques, et se servir de leur expertise et de leur expérience, ou vers le Canada, qui est l'un des pays les plus avancés sur ces questions? Je vais laisser la parole au Dr Annie Zorn, présidente d'Action Sida-Ville, et je vous remercie de votre attention. Bonjour. Je vais reprendre quelques éléments du discours de Bertrand, mais je veux enfoncer le clou. Au nom de l'association Action Sida-Ville, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Je suis heureuse de vous accueillir pour cette 7e conférence internationale que nous organisons avec l'Union francophone des cannabis médical autour de la problématique du cannabis thérapeutique. Pourquoi cette problématique nous a-t-elle interpellé, l'association ASV? Parce qu'elle a touché aux fondamentaux de notre assoce, c'est-à-dire l'accès à des soins de qualité pour des personnes que la société a marginalisées. Mes copains sont là pour en témoigner. Depuis les années 85, les années SIDA, notre petit groupe de soignants et d'associations strasbourgeois s'est préoccupé en particulier par des formations de l'accès aux droits, aux soins et au traitement des patients, qu'ils soient séropos au VIH, au VHC, en problématique d'addiction, sous substitution, sans papier, etc. Notre proximité avec l'Allemagne, dont la législation et la prise en charge dans le domaine des addictions sont très différentes, nous a incité à organiser aussi des colloques franco-allemands. Car d'un côté du Rhin, nous recevons des patients allemands en mal de substitution aux opiacés, et de l'autre côté, on peut prescrire du cannabis thérapeutique. La proximité de nos pays n'empêche pas de grandes différences historiques et sociologiques. Pourtant, les patients en souffrance sont quand même les mêmes, et les approches scientifiques devraient transcender ces différences de traitement des problèmes. Le premier lieu qui nous a ouvert son amphi en 2012, c'était le Parlement européen, première conférence de cannabis thérapeutique en France. Puis les facultés de médecine et de celles de pharma Strasbourg nous ont accueillis avec des colloques de belle qualité que vous pouvez revoir sur le site de l'UFCM. Mais comme le Cénacle, c'est à Paris, nous sommes très contents d'être là avec vous et avec l'encouragement sympathique et éclairé de Mme Jourdain-Ménager et du Dr William Lowenstein. Les précédentes rencontres nous ont permis d'écouter des chercheurs renommés, des Israéliens, Raphaël Michan-Blanc, Ilya Reznik, David Méry, les Américains et Tom Rousseau, l'Espagnol Manuel Guzman, le Canadien McGoy, le Suisse Claude Vanet, l'Allemand Franjo Grötenberg-Armen, qui va revenir tout à l'heure, et puis aussi notre regrettée Annelies Lobstein de la faculté de pharmacie de Strasbourg. Ils ont pu nous parler de l'histoire du cannabis thérapeutique, de la découverte de ses récepteurs, de l'importance des terpènes, de l'intérêt des cannabinoïdes dans les cancers, dans les soins palliatifs, dans l'épilepsie de l'enfant, des techniques de vaporisation, etc. Et la situation en Israël, je vous rappelle, sont répertoriés 18 000 patients sous traitement. Alors, les propos rapportés récemment par la presse de Madame la ministre de la Santé semblent enfin ouvrir une brèche
dans l'obscurantisme quasi religieux de nos gouvernants. C'est encourageant, mais il faut aussi savoir que le citoyen moyen ne fait aucune différence entre les volets récréatifs et thérapeutiques du cannabis. Et je présage qu'il faudra beaucoup de temps pour que nos experts mettent en place des études, constituent des groupes de malades traités à parier à des témoins, à moins qu'ils utilisent l'état des connaissances dans d'autres pays plus avancés dans ce domaine. En tout cas, ce n'est pas gagné pour nos malades. Or, ceci circule dans les territoires aux législations bien diverses. On peut se procurer du cannabis thérapeutique dans quasi tous les pays d'Europe. En France, c'est illégal, on risque sa liberté. Et là, je voudrais quand même remercier Bertrand Rambaud, qui est passé par les épreuves des maladies, de leur traitement, avec les conséquences sociales et professionnelles qu'on peut deviner, puis est passé sous les fourches codines de nos commissaires de police et de nos tribunaux pour délit de cannabis, et qui trouve encore l'énergie avec ses copains de l'UFCM d'organiser le programme de ce colloque, puis son déménagement de dernière minute de la Sorbonne à la Salpêtrière. Merci à tous les intervenants, merci de nous éclairer pour qu'en France, enfin, on puisse donner aux malades leur droit, dans un proche avenir, d'être soignés. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur le président de l'UFCM, cher monsieur Rambaud, madame la présidente d'Action Sida-Ville, chère madame Zorn, mesdames et messieurs les professionnels de santé, mesdames et messieurs, je souhaite en premier lieu vous remercier pour m'avoir convié à l'ouverture de cette 7e conférence internationale. Ça n'était pas forcément évident compte tenu de mes anciennes fonctions et ça va être l'occasion pour moi d'avoir peut-être un propos un peu plus libre que celui que j'ai pu avoir ces dernières années n'étant plus en fonction. Alors, j'ai vu le programme de votre colloque et déjà la présence des intervenants étrangers sera un marqueur important et particulièrement précieux pour nous faire partager ce qui se passe dans leur pays. Ils pourront nous expliquer notamment la complexité issue de l'hétérogénéité des différentes politiques menées dans leur pays concernant le cannabis thérapeutique. Et puis bien sûr, c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver tous les professionnels croisés ces dernières années. Lorsque vous m'avez invité, cher Monsieur le Président, nous honorions la responsable d'une salle de consommation à moindre risque à Strasbourg et j'ai tout de suite accepté votre invitation car nous avons eu peu d'occasions, lorsque je présidais la Mildeka, d'évoquer la problématique du cannabis thérapeutique et, je l'avoue, encore moins de la traiter. Et même si, avec le docteur Lowenstein, nous avions prévu, sans avoir le temps de le faire, d'aller voir ce qu'avait engagé Israël en direction des personnes âgées notamment, avec le cannabis thérapeutique, et moi je crois beaucoup aux leçons que peuvent nous donner les autres pays. Donc je suis ici en tant qu'ancienne présidente de la Mildeka, et je ne vais parler ni à la place de mon successeur, ni à la place des autorités sanitaires. Mais j'ai pensé que ce serait utile pour vous que je fasse un peu devant vous de sociologie administrative et politique pour essayer de décortiquer avec vous les mécanismes de décision, ou plutôt de non-décision, qui n'ont pratiquement pas permis d'avancer sur ce sujet. Nous étions pourtant bien partis, déjà en 2001, à l'époque de Bernard Kouchner, puisque des recherches avaient été initiées dans 4 domaines, dont les suites des traitements de l'hépatite C ou celui du glaucome, avant que les élections en 2002 ne bloquent toute avancée et, je crois, la plupart des financements. Ensuite, c'est vrai, rien au plan des décisions ministérielles. Alors, sur la période la plus récente, celle que je connais le mieux, l'élaboration du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies. Comme son nom l'indique, il n'avait pas pour objet de traiter de l'utilisation de molécules dans un usage thérapeutique, ce qui peut vous expliquer pourquoi le cannabis thérapeutique n'a pas du tout été inclus dans cette stratégie. D'autant plus que depuis le rapport Rock, avec les professionnels, nous nous sommes surtout attachés à développer une approche portant plus sur les conduites addictives que sur les produits. Donc ça a un peu perturbé le raisonnement et donc l'action.
Et puis, ça explique aussi que dans ce plan, nous n'avions rien inscrit, par exemple, sur l'addiction aux médicaments. Et on voit avec les opioïdes, aujourd'hui, qu'on aurait peut-être dû le faire. C'est toujours plus facile de le dire après. En revanche, notre fil rouge a consisté, et cette méthode a sous-tendu l'ensemble de la stratégie que j'ai menée à la tête de la MILDECA, à s'appuyer sur l'evidence-based. Et je me disais qu'à travers les recherches, c'était peut-être un coin qu'on pouvait avancer dans cette problématique. Dans ce plan, on disait promouvoir de nouvelles stratégies thérapeutiques, car l'évolution des niveaux de consommation des populations d'usagers, de l'offre de drogue, de la prévalence des comorbidités, rend nécessaire la promotion de nouvelles stratégies thérapeutiques. Alors c'est vrai qu'on est dans le domaine des stupéfiants, pas seulement d'ailleurs de l'ensemble des conduites addictives, puisque ça concernait également l'alcool, le tabac ou les addictions au jeu, mais on aurait tout à fait, dans le cadre des plateformes de recherche auxquelles la MILDECA participait et qui permettaient de financer des actions, de financer des recherches sur le cannabis thérapeutique. Or, je dois dire que ça soit sur la plateforme Aviesan ou d'autres plateformes auxquelles la MILDECA participe, on ne nous a pas présenté de recherche sur le cannabis thérapeutique. Par exemple, des comparaisons internationales. L'administration comparée, c'est toujours utile et c'est bien dommage. Alors, ce que je voulais voir avec vous, ce n'est pas forcément une position facile, on fait un peu aussi un retour en arrière en regardant ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on n'a pas bien fait. C'est pourquoi ces petites fenêtres de tir n'ont pas été utilisées. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques avancées, quelques frémissements en ce moment. Il y a cette commission et ces auditions menées par Olivier Véran, qui a été un parlementaire extrêmement actif, et je crois beaucoup dans sa capacité de bouger les choses. L'AMM qui avait été donnée au Sativex par la ministre de la Santé, qui permet la commercialisation de médicaments tirés du cannabis, mais c'est vrai que rien depuis le décret de 2013 n'en permet l'utilisation. Et puis les annonces de Madame Buzyn. En fait, on est dans quel contexte? La méconnaissance, l'inertie, et vous l'avez dit, je l'avais noté aussi, et la peur. La méconnaissance, parce que la confusion est partout et la raison nulle part. Il est difficile, et vous le savez mieux que moi, de parler du cannabis thérapeutique sans qu'on dérape immédiatement sur la question de la légalisation ou de la dépénalisation par un réflexe pavlovien confondant cannabis thérapeutique et cannabis récréatif. Et vous l'avez dit, pour la population, c'est pareil. De ce fait, le sujet tétanise les instances politiques qui par ailleurs confondent tout. Moi, je me rappelle d'un entretien avec un ministre de l'Intérieur que je ne citerai pas, quand je lui parlais de la position des addictologues sur le sujet, pensait que les addictologues, c'était des usagers de drogue. Voilà. Et puis, quand j'ai accepté de venir devant vous, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais dire? Parce que je vais encore être obligée de dire, comme je le faisais régulièrement dans les médias, mais si, les instances politiques sont favorables au cannabis thérapeutique. D'ailleurs, il y a l'AMM sur le Sativex. Ah bah oui, c'est vrai, il y a le prix, on n'avance pas beaucoup. Et je m'étais dit que j'allais encore être obligée de répéter ça. Donc, je pense qu'il y a eu peut-être un frémissement. Mais on est quand même, après la méconnaissance, en pleine inertie. Depuis l'AMM, effectivement, il ne s'est rien passé. Rien sur le prix. Dépenser 600 € par mois, ça montre qu'il n'y a pas de réelle volonté de négocier le prix avec le laboratoire, parce que vous savez comment ça se passe. Le laboratoire propose un prix, le prix est élevé, mais on négocie sur autre chose, et c'est en général comme ça que ça se passe. Là, il n'y a pas eu cette volonté de négocier le prix avec le laboratoire. Il est vrai aussi qu'il y a l'hétérogénéité des prescriptions et des modalités de prescription dans les autres États étrangers, et ça mérite d'être analysé. Le docteur Lovenstein nous le dira. Je crois qu'à aucun moment, le ministère de la Santé n'a inscrit à l'ordre du jour du groupe de travail qu'il préside, le T2RA, traitement et réduction des risques en addictologie, n'a inscrit à l'ordre du jour cette question du cannabis thérapeutique. Et ça aurait été intéressant de travailler sur les pratiques professionnelles, sur les comparaisons internationales.
nationale. Et quand je parle d'inertie, je sais ce dont je parle. Il nous a quand même fallu 4 ans pour faire une exception juridique à la loi de 70 permettant la création des salles de consommation à moindre risque. Donc, méconnaissance, inertie. Mais surtout, je crois, et c'est vraiment ce dont il faut qu'on soit conscient, c'est la peur. Je reviens sur cette confusion entre cannabis thérapeutique et cannabis récréatif. Donc, je n'entre pas dans l'analyse scientifique de la composition du cannabis, de sa molécule, mais de la perception qu'en ont les décideurs politiques. Je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Dans un contexte où ils ont déjà eu tant de mal à accepter la salle de consommation, et quand on voit les réactions sur la salle de la Gare du Nord, on comprend que le sujet n'est toujours pas digéré. Et donc, pour l'instant, on n'a pas de modification du cadre juridique, à part le décret de 2013, qui permettant la consommation en France de cannabis thérapeutique acheté dans les pays qui l'autorisent, mais le décret de 2013 ne permet pas la possession quand c'est acheté à l'étranger, et puis, vous l'avez dit, il y a des poursuites qui sont effectivement possibles et qui sont parfois réelles. Alors, je dois dire malheureusement que ces craintes politiques ont été confortées par l'évaluation qui a été faite par l'OFDT et l'INSJ sur les démarches de légalisation aux États-Unis. Car cette évaluation a montré que le cannabis thérapeutique a été le cheval de Troie de la légalisation du cannabis, ce qui a paradoxalement, dans notre pays, freiné la décision sur le cannabis thérapeutique. Que nous apprend cette évaluation Canalex ? Que l'introduction du cannabis médical dans certains États américains a constitué une étape décisive vers la légalisation du cannabis récréatif. C'est vrai, ça a pris du temps puisque c'était autorisé en Californie en 1996, mais ça a constitué ou s'est interprété comme les prémices. Les conséquences, c'est qu'à partir de ce qui a été une véritable démarche de santé publique, et c'est votre démarche, c'est notre démarche, le Compassionate Act a posé les bases d'une offre légalement accessible, d'une professionnalisation du marché, instauré un débat juridico-politique, mais ça a débouché sur la question des usages récréatifs du cannabis, préparer l'opinion publique à la normalisation de ce produit historiquement stigmatisé. Alors, pour certains, bien sûr, ça peut être considéré comme positif, je ne me prononce pas par rapport à ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que pour les décideurs politiques, c'est compliqué parce qu'eux l'interprètent, et à mon avis, dans les mois qui viennent, c'est ce qu'ils vont dire. Vous voyez bien, aux États-Unis, c'est ce qui a permis la légalisation du cannabis, donc dont nous, instances politiques, on ne veut pas. Donc, je crois qu'il faut bien avoir conscience de ça. Un autre point qui est compliqué et qu'il faut bien décortiquer, c'est l'hétérogénéité entre les pratiques des différents États étrangers. Vous avez une large gamme de diagnostics qui permet la prescription, qui permet l'autorisation de détention de quantités qui elles-mêmes sont variables selon des modalités plus ou moins souples, de même que de quantités autorisées pour l'autoculture. Donc, ça ne milite pas pour la clarté. Et en fait, la diversité qui préside aux catégories d'appréciation du besoin médical, qui relève soit du simple avis du professionnel de santé, soit de pratiques qui sont plus ou moins souples, et ça a pour effet de créer un marché parallèle, notamment aux États-Unis, non régulé du cannabis, d'ouvrir de manière anticipée l'offre aux usagers de cannabis récréatif. Donc vous voyez, on est dans ce contexte. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête pour avoir une stratégie qui milite en faveur du cannabis thérapeutique. Donc, jusqu'à la déclaration de l'actuelle ministre de la Santé, Agnès Buzyn, tout a été bloqué sur le thème du cannabis thérapeutique. Et je pense que maintenant, il faut qu'on positive et qu'on se demande comment avancer. Moi, je pense que si le cannabis thérapeutique soulage réellement des gens qui souffrent, si l'évidence baisse le prouve, et c'est en ça qu'on a vraiment besoin de recherche et de recherche incontestable, eh bien, il ne faut pas attendre des années. Et moi, je suis comme vous, le débat, bon, enfin, tout a été dit, et je crois que maintenant, on en est surtout à se trouver les modalités, bien sûr, de financer les recherches, mais surtout de les rendre accessibles. Moi, je crois beaucoup à ça, les recherches, mais surtout comment on les explique. Je crois aussi
qu'il il a été annoncé par la ministre de la Santé qu'il allait saisir les agences. La HAS sur le Sativex a dit que le bénéfice, le service médical rendu n'était pas formidable. Donc si on en reste au seul avis des agences, du comité économique du médicament qui n'a pas avancé depuis 2013 ou la NSM, je n'ai pas le sentiment que ce que je disais sur l'inertie tout à l'heure nous permette de bouger beaucoup. Et je crois qu'il serait intéressant aussi de voir le raisonnement éthique qui va émaner du comité d'éthique de la Ligue contre le cancer, qui doit rendre un avis à la rentrée. Est-ce qu'on peut s'interdire de faire progresser des solutions aux personnes qui ont besoin de certaines molécules dans un cadre médical pour se sentir mieux? Alors je pense vraiment qu'il faut passer du débat à l'action. Mais pour terminer, je ne parlerai pas du cadre légal. Nous avons des spécialistes qui vont intervenir. Je pense notamment à Yann Biziou, qui est bien plus compétent que moi sur le sujet. Ce que je pense, ce que je sais, c'est que dans un premier temps, on avancera surtout sur tout ce qui permettra la commercialisation pour usage thérapeutique dans un cadre légal de protection de la santé et donc de l'AMM. Donc je ne sais pas ce que donneront les initiatives des paysans du département de la Creuse. Je sais qu'il va y avoir la loi agriculture, alimentation qui va passer au Sénat. Il y aura peut-être des amendements. Bon, je ne suis pas sûre que ça soit forcément tout de suite la bonne approche. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut vraiment s'inscrire dans la chaîne de décision du médicament dans un cadre légal de protection de la santé publique avec une AMM. Donc voilà, j'ai dit méconnaissance, inertie, peur, mais aussi espoir. Je pense que ça bouge et des colloques comme le vôtre sont importants. Je crois que ce qui est important aussi, c'est de se donner les clés de compréhension pour analyser comment les décideurs se protègent de la complexité des sujets. C'est ça qui donne les moyens de progresser pour défendre la cause que l'on soutient. Voilà, donc j'espère avec ces quelques clés y avoir contribué modestement, mais je vous souhaite surtout une très belle conférence internationale. Merci. Bonjour et merci à tous de votre invitation. Madame Danielle Jourdain-Méninger a déjà dit beaucoup de choses. Je confirme que tous les addictologues ne sont pas usagers de drogue, de même que tous les dermatologues n'ont pas des boutons. Même si beaucoup de gynécologues sont des femmes. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir comme ça un certain nombre d'angles, mais les difficultés de compréhension à partir de cette anecdote addictologue, on les retrouve dans bien des chapitres. Parce que déjà, quand on parle de politique de santé des addictions, ce qui est un peu notre démarche à beaucoup d'entre nous ici, on entend le mot politique, on entend le mot addiction et on n'entend pas beaucoup le mot santé, quoi. Quand on parle de cannabis thérapeutique, la plus grande difficulté, c'est d'entendre thérapeutique. Et quand Bertrand Rambaud disait « est-ce qu'on peut aller plus vite ?» et que Danielle Jourdain-Méninger rappelait la volonté de Bernard Kouchner en 2001 que je représentais à La Haye pour ce congrès européen sur le cannabis thérapeutique, qui était déjà très documenté 2001, et que après ce congrès on décidait d'ouvrir 4 PHRC, c'est-à-dire programmes hospitaliers de recherche clinique, qui furent budgétisés avant qu'ils ne furent balayés par le second tour de l'élection présidentielle de 2002. On a bien une illustration de ces élans qui, dans le fonctionnement administratif et budgétaire français, parfois disparaissent. Ça, c'était en 2001, et on peut... dans les protocoles, rappeler qu'il était déjà question de la sclérose en plaques, comme pour le Sativex et plus tard, du glaucome, et de l'amélioration des qualités de vie
lors des traitements, vous le savez, initiaux très lourds contre l'hépatite C, se fondant sur la qualité de vie, sur l'effet orexigène ô combien original, efficace et rare d'un certain nombre de cannabinoïdes. 2001, et puis il y a eu un grand trou qu'on pourrait expliquer si on reprend un peu l'analyse des résistances, parce qu'il y a ça à faire si on ne veut pas répéter toujours la même chose à 15 ans et 17 ans d'intervalle, jusqu'au Sativex, et Daniel aussi en a parlé. Extraordinaire quand même de voir cette avancée bloquée par une décision budgétaire. Alors, je n'ai pas la profondeur des économistes du ministère de la Santé ou des tutelles responsables, mais c'est vrai qu'en tant que médecin, par rapport à un certain nombre de traitements, 600 € par mois me paraissait pas une somme complètement folle par rapport à un certain nombre d'autres médications actuellement utilisées en France, mais il y avait certainement des raisons pour bloquer ce dossier après en avoir fait l'annonce. On a parlé un peu d'obscurantisme aussi, de confusion. Un exemple récent, c'est certainement pour nous enrichir aussi des progrès qu'il faut faire dans la communication, ce titre du Parisien libéré d'aujourd'hui, pardon pour le côté dinosaure, sur le joint électronique. Comment, à la première page d'un quotidien, arriver à mettre 2 conneries en une seule ligne, quoi. Mais on voit bien, en dehors de l'histoire de joints électroniques, du buzz, de ce réflexe de peur, plutôt que d'apporter une discussion sur le CBD, comment on se fait piéger nous-mêmes, parce que je me souviens très bien, dans la même journée, avoir dû répondre à telle ou telle demande et dire mais je comprends pas, c'est pas un joint, et puis le CBD, vous le savez bien, c'est pas classé stupéfiant, c'est pas du tout psychoactif. Puis une minute après, la question était bien, alors qu'est-ce que ça fait le CBD? Oui, c'est assez anxiolytique, quoi. Et là, dans votre tête, vous dites qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je viens de dire que c'est pas du tout psychoactif, mais que les vertus du CBD sont quand même vachement apaisantes et anxiolytiques. Donc on voit bien la nécessité des travaux qui vont avoir lieu aujourd'hui, qui ont déjà eu lieu dans beaucoup de pays aussi, mais de la synthèse de ces travaux pour éclairer tout le monde. Et tout à l'heure, en attendant Daniel, qui était à la Sorbonne, comme bien d'autres, c'est ça, hein, disait c'était psychoactif qui, il y a quelques années, avait fait un petit livret avec tous les cannabinoïdes ou les principaux cannabinoïdes, leur point d'ébullition pour la vaporisation ou d'extraction plus exactement, et les principaux effets, prouvés, pas prouvés, c'était peut-être le seul reproche qu'on pouvait faire à ce remarquable document. Je pense vraiment qu'il est temps d'avoir des documents de référence agréés par tous pour bouger les choses et sortir un peu de ce résumé à l'heure actuelle THC qui défonce et CBD qui calme. C'est ça la vision du cannabis pour, j'ai envie de dire, les plus éclairés des profanes à l'heure actuelle. Donc certainement refaire, et ce qui va être permis cette journée, avec non seulement rigueur, mais aussi, je dirais, accessibilité, une lecture des cannabinoïdes, et peut-être que là on rejoint les besoins de stratégie qui viennent d'être évoqués. Quand on voit le mouvement du Mexique à partir de l'épilepsie d'une jeune fille, ça avait bougé les choses, je pense que les 2 axes principaux immédiats sont, en termes de sensibilisation, l'épilepsie rebelle, les Lennox-Gastaut ou autres, des enfants, et les soins des seniors, avec un double avantage. D'abord, les expériences qu'on avait failli aller voir avec François-Rodolphe Ingold et Daniel Jourdain-Méninger en Israël. Avantage de confort, diminution des événements indésirables, des antalgiques, des anti-inflammatoires, de tous les médicaments de confort qui peuvent être remplacés par les cannabinoïdes, et avantage économique auquel
on ne saurait être insensible quand on réduit non seulement les événements indésirables cliniquement, mais aussi le prix de tous ces médicaments qui se retrouvent souvent dans les blockbusters économiques. Il y a un enjeu économique chez les seniors qui est évident, et à côté des enfants, si j'ose dire, et des seniors, bien évidemment que les intérêts en cancérologie et en neurologie toucheront le plus grand nombre. Mais on ne peut pas, comme je l'ai entendu justement sur le CBD, reprendre l'idée que, sans preuve, le cannabis thérapeutique ou tous les cannabinoïdes vont être une panacée, vont traiter absolument tout, de la migraine au corps aux pieds. Ça, avec la résistance du cheval de Troie, qui est une réalité. On a deux réalités quasiment antagonistes. Savoir parler du cannabis thérapeutique sans avoir à parler du cannabis récréatif. Et savoir que dès qu'on aura dit le cannabis thérapeutique, tout le monde pensera cannabis récréatif politiquement parlant. Comment on arrive à cadrer ça ? Moi, je pense qu'un dossier d'AMM, c'est un dossier d'AMM avec toute la rigueur que ça suppose, et que si on continue de discuter idéologie, tant que le droit n'aura pas changé, ce qui est peut-être une autre voie, sûrement une autre voie, on risque d'être comme en 2001, avec des projets qui n'aboutiront pas plus que les précédents. Alors, essayons donc de profiter de cette ouverture des esprits qui me paraît sincère. Comme cela a été cité, il y a eu le groupe T2RA, traitement et réduction des risques en addictologie, qui a conduit un certain nombre de travaux à la DGS de 2014 à 2017. Je souhaite qu'il soit réactivé rapidement, c'est dans les tuyaux, comme on dit, avec une coprésidence avec ton successeur Nicolas Pris, parce que on essaye de réunir un peu les troupes plutôt que les disperser sur ces sujets-là. Et déjà, si ce groupe veut bien être réactivé une fois que le plan sera annoncé, ce qui ne saurait tarder aussi, eh bien, il y a le cannabis thérapeutique d'inscrit, si j'ose dire, dans la feuille ou dans la lettre de mission pour cette coprésidence par Nicolas Pris et moi. Donc, je suis assez confiant dans cette période-là, j'ai envie de dire, malgré 17 ans de désillusion, ou en tout cas d'extraordinaire admiration pour savoir que ceux qui attendaient des choses rapidement en étant malades ne soient pas franchement découragés de l'inertie qui a été celle, oui, des 17 ou 20 dernières années. Mais quelque chose me dit que là, ça bouge tellement mondialement, et en Europe y compris, que je veux bien que la France soit le pays le plus stupide d'Europe, du monde, et même de la galaxie. C'est impossible de penser que ça puisse bouger autant sans qu'il y ait, à moins que certains veulent vraiment remettre les frontières, hein, mais sans qu'il y ait voilà, des mouvements. On va être réellement, non pas simplement aux yeux du monde, mais je pense dans le droit, dans une situation de non-assistance à patients en danger. Que ça soit sur le terme confortable, du confort, de la qualité de la vie, ce qui n'est pas rien quand même, que ça soit sur le terme thérapeutique, encore une fois, si c'est prouvé, c'est déjà prouvé par un certain nombre d'affections, avec rigueur et je dirais constance là-dessus. À nous de ne pas faire n'importe quoi. Je trouve qu'il y a une nouvelle génération qui s'organise remarquablement bien, au moins dans deux domaines. Celui de la vape, qui est l'autre inertie française dans la lutte contre le tabagisme, et qui a permis les résultats dont vous avez entendu parler dernièrement, sans être même cité, hein, c'est pas le paquet neutre ni l'augmentation du prix qui n'avait pas encore eu lieu, qui ont permis 1 million de moins de fumeurs, c'est très vraisemblablement, très sûrement la vape et ces 2 millions de vapoteurs, mais c'est comme si ça n'existait pas. Alors faisons en sorte, si je vous parle de la vape, qu'il y ait aussi cette idée que la voie d'administration fumée, elle est entendue quand on parle de cannabis thérapeutique. C'est-à-dire nos patients viennent dire « qu'est-ce que je fume ? Comment être un peu sûr ?» Voilà, donc
la lutte qu'il y a eu contre les dangerosités, les dangers, le massacre même de la voie fumée, elle ne doit pas être oubliée, bien évidemment, dans la discussion du cannabis. Et c'est là où j'espère le 21e siècle sera un siècle, comme aime à le rappeler Bertrand Lebourg à travers les propos de Thomas Sass, ne sera pas comme le 20e siècle, le siècle le plus stupide de la politique des drogues. Merci à vous.